Bonjour Jocelyn. Bonjour Lisanne. Tu es professeur à l'École d'art depuis 2008. Depuis 2008. Tu as été directeur dans une période effervescente à partir de 2012, mais avant de parler de tout ça, on a échangé un petit peu cette semaine ensemble. J'aimerais ça que tu nous parles, après tout ton parcours, tu as quand même tout un parcours d'artiste professionnel. Comment tu as intégré ça, cette nouvelle position d'être non seulement un artiste enseignant, mais d'être un enseignant-chercheur, la recherche en milieu universitaire? Comment c'est fait, cette intégration-là? C'est une intégration difficile, en partie à cause de certaines manœuvres qui ont été faites dans les 20 dernières années, disons, quelque chose comme ça. Prenons ça historiquement. À la fin des années 60, on a discuté, puis on a décidé que l'enseignement des arts faisait partie du milieu universitaire. Jusque-là, ça va. OK, c'est une décision. Dans une autre vidéo, il y a Pierre Larochelle qui était là à ce moment-là, qui nous parle de comment ça s'est fait et ce que ça a pu vouloir dire à ce moment-là. Autour de la fin du siècle, fin des années 90, il y a une nouvelle donnée qui est apparue. On a commencé à appeler les choses... on a inventé le terme « recherche-création ». Puis le langage a ça de particulier que si je vous parle d'une licorne, on va finir par savoir qu'une licorne, ça existe alors qu'on n'en a jamais vu. Puis c'est un peu ça, la recherche-création. C'est-à-dire que c'est un terme, de ce que j'en sais, qui a été inventé pour résoudre un problème, pas pour désigner un type de pratique particulier. Ça faisait déjà 30 ans qu'on avait l'art à l'université. Donc, on était bien implanté, on faisait notre travail d'artiste dans le monde universitaire, donc un travail de création, un travail de recherche qui se faisait dans le langage de l'art. Puis éventuellement, on a eu des problèmes avec l'idée du financement de ces recherches-là. C'était pas... Les organismes de financement ne comprenaient pas ce qui se passait avec... donc, on a inventé un terme qui s'appelle recherche-création, puis ensuite, on essaie de le nourrir, puis on essaie de le faire exister. Mais c'est un terme très récent, cette idée-là. Ce qui m'intéresse plus, c'est la création artistique en milieu universitaire. Puis la question de son financement, pour moi, c'est si on voulait travailler le concept de recherche-création, je reviendrais au problème plutôt qu'au terme. Puis il y a une autre chose qui est intéressante, justement, si on regarde à très long terme, plutôt que de regarder dans un très court espace de temps, les universités, ça fait une dizaine de siècles que ça existe. La méthode scientifique, ça fait 3 siècles. Donc, la question de l'université comme maison du savoir, comme maison des savoirs, c'est quelque chose de formidable. C'est tellement une belle idée. Depuis un millénaire, on a une institution qu'on appelle la Maison des savoirs. Et depuis 3 siècles, on a une forme de savoir, qui est la méthode scientifique et tout ce qui va autour, qui est devenue très importante pour des raisons industrielles, économiques, etc., pour toutes sortes de raisons. Et c'est une méthode superbe, mais ce n'est pas une méthode qui couvre tout. On a besoin d'une diversité de savoir, comme on a besoin d'une diversité, d'une biodiversité ou d'une diversité culturelle. Et la méthode artistique était là bien avant la méthode scientifique. Et je pense que dans une maison des savoirs, on doit valoriser ce savoir différent qui est celui de la méthode artistique, plutôt que de imposer des méthodes de recherche qui viennent avec les méthodes scientifiques. Comme on peut faire depuis quelques années en disant, bien, il y a des savoirs autochtones, par exemple, qui ne s'intègrent pas directement dans la méthode scientifique, mais qui ont des intérêts propres. Alors, faisons la même chose, considérons les différents types de savoirs de cette grande maison des savoirs qu'est l'université. Alors, je suis assez à l'aise avec cette pratique artistique-là, qui a sa propre logique, ses propres méthodes, qui ne s'inscrit pas directement dans la recherche scientifique, mais qui n'a pas besoin de ça pour avoir une légitimité. Dans ta pratique, Jocelyn, arrive quand même une collaboration à des groupes de recherche. Je pense à certains groupes de recherche avec Suzanne Leblanc. Oui. Peux-tu nous parler de cette expérience-là, de cette nouvelle expérience-là dans tout ton parcours? C'était pas une expérience si différente au sens où, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler en collaboration avec des gens de toutes sortes de formations, de toutes sortes d'expertises. Puis à chaque fois, c'est des occasions merveilleuses. C'est des occasions de changer d'idée, ce qui est toujours de plus en plus difficile quand on vieillit. Ça demeure toujours l'objectif, être capable de changer d'idée, mais
hein, plus l'expérience s'accumule, plus c'est difficile de la secouer. Alors, les collaborations, c'est toujours des occasions parfaites pour ça, pour se renouveler, changer d'idée, etc. Et la collaboration au milieu universitaire avec un groupe de recherche, évidemment, mais c'est aussi un type de collaboration avec le même genre d'objectif pour moi, c'est-à-dire renouveler ma vision des choses. Ce que j'entends, c'est une continuité avec plusieurs années dans le domaine de l'expérimentation, une volonté de collaboration. Tu as aussi été impliqué dans le domaine de la gestion culturelle. On sait que tu as fondé Avatar, tu as été sur l'exécutif et tu as été président de Méduse, tout ça. Au niveau de cet aspect-là, et là j'en arrive justement à ton poste de directeur de l'école, ça a dû évidemment nourrir ton travail comme directeur. Oui, il y a une partie qui est de l'apprentissage. Puis évidemment, Avatar et Méduse, j'ai eu la chance d'être encadré par des gens qui avaient des expertises assez solides dans la gestion culturelle, dans la politique jusqu'à un certain point culturel. Alors ça, c'est des acquis qui m'ont été utiles. Ultimement, ma vision est à peu près la même, ou mon intérêt est à peu près le même en ce qui concerne la gestion d'une école d'art et la gestion d'un centre d'artistes ou d'un centre comme Méduse ou de d'autres projets, comme par exemple Vox à Montréal. J'ai fait partie du projet de 2005 à 2012. Il fallait changer complètement la gestion du centre. Mon intérêt n'est pas dans la gestion. En fait, la gestion m'ennuie assez rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est les défis, c'est les projets qu'il y a derrière. Alors, quand je suis devenu directeur de l'école, il y avait un gros défi, il y avait un gros projet, il y avait un gros problème aussi. Il y avait des problèmes à résoudre et il y avait des solutions à inventer. Pas juste des problèmes à résoudre, donc, mais des nouvelles voies à inventer. Quand M. Claude Dubé, le doyen de l'époque, en 2012, m'a approché pour devenir directeur, c'était clair. Il y avait une commande. Il y avait « Jocelyn, le programme est obsolète. Son obsolescence fait que la tâche des professeurs est plus correcte par rapport à la tâche des autres professeurs d'université. L'usage des locaux, l'usage des ressources, ça ne fonctionne pas bien, c'est pas optimal. Les étudiants ne sont pas satisfaits de l'offre de cours qu'on peut leur donner parce que ce qu'on annonce comme cours disponible et ce qu'on est capable d'offrir, c'est deux choses complètement différentes. Il y avait beaucoup de problèmes comme ça. Budgétairement, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était un problème complexe et il fallait essayer d'attacher toutes ces pièces-là à l'intérieur d'une refonte du programme. Ça faisait vraiment beaucoup de choses à attacher. Et ça m'a intéressé comme occasion de renouveler l'enseignement, de renouveler le rapport avec les étudiants, les relations entre collègues, etc., etc. Donc, ça a été ça le projet. Ce n'est pas la gestion comme l'implication dans la nature des activités, dans le renouvellement de cette nature d'activité qui m'a intéressé. Le défi de changer les choses. Le défi de changer les choses, oui. Est-ce qu'on parle du programme? C'est quand même un gros défi. C'était un gros morceau. Un gros morceau. C'était un gros morceau. Notre programme, bon, comme n'importe quel programme universitaire, il y a une inertie dans certaines choses. Puis c'est un sujet en soi, on pourrait en parler très longtemps, mais par exemple, on fait des immobilisations, on achète des presses, on va enseigner l'estampe. Éventuellement, un professeur part, on n'a plus de professeur d'estampe. Alors qu'on voudrait engager un professeur, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, d'image en 3 dimensions, ben on se sent obligé d'engager un professeur d'estampe puisqu'on a fait des immobilisations. Il y a toutes sortes de contraintes comme ça. Là, je parle d'immobilisation, c'est un exemple. Il y a des contraintes de locaux, il y a des contraintes de personnel disponible, de grandeur, etc., qui font qu'avec le temps, les programmes traînent des traces du passé qui ne devraient peut-être pas traîner. Et on s'est rendu compte, donc quand M. Dubé m'a demandé de devenir directeur, on en était au point où on traînait beaucoup de cours qui avaient été inventés par des professeurs, qui avaient été proposés par des professeurs il y a des décennies dans certains cas, puis qu'on se forçait à donner puisqu'ils étaient au catalogue. Et on avait une approche qui était redevenue très disciplinaire. La première année était presque consacrée entièrement à
réenseigner la sérigraphie, la sculpture, mais dans les techniques de base. Puis on disait ça, c'est plutôt le mandat du cégep. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et effectivement, on se faisait dire par à peu près la moitié des étudiants en première année, oui, mais ça, je l'ai vu au cégep. Puis l'autre moitié qui disait, moi, pas vraiment, dépendant des cégeps où ils étaient allés, des cégeps où ils étaient allés. Ça fait qu'on s'est dit, non, non, notre mandat, c'est un mandat de formation universitaire. On ne refera pas ces formations techniques-là. On a ramené l'atelier comme cœur du programme. Il n'y avait pas d'atelier au sens du projet étudiant, là. Il n'y avait pas d'atelier en première année. Il y avait atelier en deuxième et troisième année, mais il n'y avait pas d'atelier en première année. On a ramené ça au cœur du projet, du programme, et on a ramené une espèce de colonne vertébrale théorique. Art visuel actuel, fondement de la pratique. Donc, c'est les deux choses qui sont les piliers du programme maintenant. Et ce n'est pas des trucs disciplinaires. C'est-à-dire qu'en première année, on a quand même un accompagnement assez serré de l'étudiant. Il devient de plus en plus libre avec le projet. Mais au début, on a 4 secteurs. C'est image, objet, temps et action-contexte. Alors, un étudiant pourrait très bien, puis c'est arrivé dans un cours, un étudiant a demandé, oui, mais un son, ça existe comment comme objet? Et c'est devenu son projet. Alors, on peut faire dans le cours objet autre chose que de la sculpture, puis dans le cours temps, on n'est pas obligé de faire de la vidéo, on peut faire du dessin. C'est une question paradigmatique, c'est une question de renouvellement de la vision qu'a l'étudiant de son propre travail. C'est intéressant aussi que l'étudiant, dès la première année, soit confronté à des champs d'expérimentation comme ça. Ça a des conséquences peut-être sur l'autonomie aussi. C'était vraiment l'objectif, parce que dans la plupart des professions, moi j'ai une formation en architecture, on s'en souviendra, quand tu termines ta formation en architecture, ben, tu deviens junior dans un bureau, tu es accompagné pendant une couple d'années, tu deviens éventuellement senior, éventuellement de ton bureau, mais le milieu professionnel t'encadre de manière très serrée. C'est la même chose en médecine, c'est la même chose en sciences infirmières, etc., etc. En art, quand tu sors de l'école, dans beaucoup de cas, tu es livré à toi-même. Donc, l'acquisition d'une autonomie par rapport à ton travail et à ta démarche, c'est fondamental. Donc, en première année, c'est ce qu'on fait. Et ça suppose une certaine déstabilisation. On dit à l'étudiant, tu penses que tu es un peintre. Tu peins quoi au juste? Puis là, on le questionne, puis on l'amène à voir son travail d'un autre angle, puis à partir de différents paradigmes, jusqu'à temps qu'il soit capable de remettre lui-même, elle-même, sa pratique en question, puis de la voir de différentes manières, puis de la critiquer, donc. Jocelyn, j'aimerais qu'on parle quand même 2012, c'est le moment où l'école de design a été créée. L'école d'art était bicéphale, si je peux employer ce terme-là. Il y a eu une volonté, je pense, de créer un tronc commun, si on veut, de cours pour les étudiants du bac en enseignement des arts plastiques et ceux du bac en arts visuels. Est-ce que tu voudrais m'en parler? Oui, et ça a été fait. Il y avait une volonté de ça et ça a été fait. D'ailleurs, je parlais d'atelier tout à l'heure, qui est comme un des éléments fondamentaux. L'atelier de première année accueille indifféremment les étudiants du bac en arts et du bac en enseignement des arts. On a considéré des deux côtés que cette base-là de formation, c'est-à-dire ce questionnement-là paradigmatique dont j'ai parlé, mais aussi l'acquisition de certaines bases historiques, de certaines bases procédurales, de méthodologie, devait être commune. Ensuite, il y a des spécialisations. Les parcours deviennent différents à partir de la deuxième année, mais la première année, l'atelier est le même, et il y a des cours communs aussi dans la théorie. Si on parle de cette refonte du programme pendant ton travail à la direction, quels sont les autres volets que tu as voulu développer comme directeur? Un autre volet qu'on a développé, qui est venu assez vite, en fait, c'était l'idée que, de la même manière qu'on n'est pas capable d'offrir tous les cours qu'on voudrait offrir, on n'a pas 40 professeurs. On n'aura pas toutes ces compétences-là. Donc, on fonde notre enseignement sur les compétences en place. De la même manière, on n'est pas capable techniquement, budgétairement, d'offrir toutes les ressources techniques qu'on voudrait, tant en termes d'expertise qu'en termes d'outils. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on crée des liens, on crée des collaborations avec des gens qui les ont et dont c'est le mandat.
Donc, on a fait, par exemple, une des premières choses qu'on a faites, c'est un projet de collaboration avec la Chambre blanche, Avatar et la bande vidéo. 3 centres d'artistes qui sont à 2 rues ici, on est en plein centre-ville. Donc, 3 centres d'artistes qui ont ces expertises pointues en art sonore, en vidéo, en conception 3D, etc. Et on a fait des bourses de maîtrise pour que des étudiants puissent faire leur démarche de maîtrise, leur recherche dans ces centres-là, accompagnés par des professionnels, avec des outils de pointe que nous, on aurait de la misère à maintenir. Alors, c'est le genre de choses qu'on a beaucoup fait, créer des liens avec le milieu pour compléter notre offre et compléter aussi leur travail. Parce que ces gens-là, ces centres-là, sont toujours à la recherche de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux collaborateurs. Alors, nous, on fait le lien dans l'autre sens. On a plein de gens intéressants, puis on leur dit, toi, tu devrais aller voir un tel dans tel centre. Ça vous intéresserait, vous avez des choses en commun. Donc, on travaille comme un écosystème maintenant. Je te poserai une question qu'on posera également à Georges Azaria, qui est directeur actuel. Selon toi, Jocelyn, quelles sont les perspectives d'avenir de l'école? Comment on peut rêver l'école alors qu'on souligne le 50e? Comment on regarde en avant, selon toi? Ça, c'est une grosse question. Bien, si je me fie au passé récent pour voir le futur proche, il me semble que c'est dans cette flexibilité-là et cette ouverture-là par rapport au milieu qu'est l'avenir. C'est-à-dire que les étudiants... Je vais donner un exemple. J'ai donné un séminaire de maîtrise à l'automne. Normalement, un séminaire de maîtrise, on réfléchit à certaines questions, on discute, on en tire des manières... D'abord, on en tire des enseignements sur le sujet, mais on en tire surtout des méthodes de réflexion par rapport à un sujet donné, ce qu'on va importer dans d'autres problématiques par la suite. Dans ce cas-ci, on a fait ça, mais on est allé plus loin. On s'est rendu compte que si on voulait que notre réflexion ait un sens dans notre milieu, et c'est parce qu'on est dans le milieu qu'on a cette préoccupation-là, il fallait qu'on prenne action, qu'on ne pouvait pas se contenter de mettre des mots autour, il fallait qu'on voit ce que ça voulait dire dans la matérialité, dans le réel quotidien, dans le réel politique. Et les 3 dernières semaines de séminaire ont été consacrées à rédiger des documents pour faire changer certaines rédactions de programmes de subventions aux artistes au niveau municipal. Donc, il n'y a pas juste une matérialité de l'œuvre, il y a une matérialité de l'existence de l'artiste dans son milieu, et il y a des actions à prendre, et c'est en les prenant qu'on apprend comment les prendre. Et donc, on a un impact direct sur notre contexte maintenant. Alors, je pense que ce développement-là, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. En tout cas, que je vais sûrement supporter de plus en plus. Merci, Jocelyn. C'est tout.